Ah oui, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre patience. On va pouvoir démarrer cet hommage à Jacques Biggen, qu'on est donc très content d'organiser au sein de l'École des Mines de Paris. Je suis le directeur des études en charge du cycle ingénieur, qui a fait il y a maintenant environ 100 ans Jacques Bingen. Et je vais juste faire le maître de cérémonie pour passer la parole aux différents intervenants au cours de la partie conférence qui va nous occuper dans la prochaine heure. Et pour commencer, j'invite donc le directeur général de l'école, Godefroy Beauvalet, à nous rejoindre. Ouais, pardon. Merci Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici pour cet hommage à Jacques Bingen. Je ne vais dire que quelques mots en tant que directeur de l'endroit où vous vous trouvez, puisque vous vous trouvez dans l'amphi le plus récent de l'école pour célébrer un personnage historique de l'école. Et je crois que c'est important. Vous savez que, alors ce n'est pas Winston Churchill qui a dit, on lui attribue habituellement qui ne connaît pas son histoire est voué à la répéter. Je crois que dans ce crépuscule de novembre 2024, il n'est pas inutile de répéter et de commémorer, et de se souvenir et de connaître les grands noms, les grands talents, les grandes figures morales aussi, je crois qu'on peut dire, qui ont fait cette histoire, puisque Jacques Bingen, compagnon de la Libération, est mort pour la France. Euh, Était un ingénieur. Alors, on va avoir de la part de Joseph Zimmet une évocation beaucoup plus précise que je ne pourrais évidemment le faire. Je vais me contenter de signaler deux choses. D'abord, ce passage de Daniel Cordier qui dit que Jacques Bingen fut un personnage de Proust mort en soldat de Plutarque, c'est-à-dire quelqu'un qui alliait certainement des qualités humaines de facilité, de relationnel toute particulière, et puis mort dans les circonstances qui nous seront rappelées et qui font partie de l'histoire de France. C'était un ingénieur aussi, un ingénieur de l'école des mines. Vous savez que notre devise est théorie et pratique, même si quand on regarde le discours de Jacques Friedel de l'époque, il conclut son discours par sans faille. Alors, je ne sais pas si ce sans faille appartenait, peut-être certains d'entre vous le sauront, aux devises informelles dont l'école était dotée autour de la guerre, ou si ça fait référence à d'autres traditions. En tout cas, théorie et pratique, ça fait partie des choses très ancré dans l'école, puisque quand vous êtes entré dans l'école, au-dessus de vous, il y avait les deux médailles de théorie et de pratique. Je note que du côté de la théorie, Jacques Bingen fut l'une des personnes qui ont conduit à l'adoption du programme du Conseil national de la résistance en 1944, donc un travail d'élaboration programmatique, on peut parler de la théorie. Puis il est aussi un des créateurs des FFI en 1943, donc là on est dans la pratique organisationnelle. Donc on voit que ce personnage était aussi un ingénieur. Alors un ingénieur dont nous avons à l'école un buste, un certain nombre d'éléments, mais aussi un relevé de notes, un dossier d'élèves qui signale une scolarité sans éclat, selon le mot du directeur, mais qu'il avait souhaité compléter par le fait qu'il suivait en parallèle les cours à l'Institut de sciences politiques, ce qui nous dit la boulimie de savoir et probablement donne de l'éclat à cette absence d'éclat. Enfin, c'est quelque chose d'important. C'est sans doute l'un des plus illustres des 51 élèves et anciens élèves et personnels morts pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des 8 compagnons de la Libération. Je ne retrace pas ce qui s'est passé entre 40 et 44 à l'école, mais vous savez qu'elle a été occupée, notamment par le service de photo aérienne des forces armées allemandes. Entre 40 et 44, je crois comprendre qu'ils étaient installés globalement dans la cour qui correspond à cet amphi, même si les cours ont eu lieu à l'école de 40 à 44 jusqu'à la libération de Paris. Et l'école fait partie du fond de scène des combats de la libération de Paris. Vous le verrez peut-être dans l'exposition que vous pourrez aller voir tout à l'heure. On y retrouve quelques éléments. Voilà, pour conclure, simplement vous dire que nous sommes très fiers de cet événement de la mission de commémoration de la libération, que je remercie
beaucoup la bibliothèque, les services de l'école qui ont organisé ça, la mission, et puis Mine Paris Alumni qui a également souhaité cette séance, cette cérémonie, cet hommage, je ne sais pas dire que ce genre de choses, ça repose sur des petits nombres de personnes et des rencontres. J'ai compris que ce sont des rencontres avec la famille Citroën qui ont permis, à l'occasion d'autres commémorations, d'organiser ça. C'est le fil mémoriel, il est important, il est ténu, il doit se poursuivre et c'est une histoire de personnes. Donc je vous remercie d'être là. 80 ans, c'est déjà de l'histoire, c'est encore de la mémoire et cette articulation est passionnante et je crois nous rassemble ce soir. Et d'abord autour de Joseph Zimé, du préfet Joseph Zimé, qui va nous mener dans une évocation de la personne de Jacques Bingen. Merci Godefroy. Alors, comme c'est indiqué, on va maintenant avoir la chance de donner la parole à Joseph Zimet, qui est donc historien, haut fonctionnaire, préfet et auteur d'une biographie en cours. Voilà, paraît-il, sur Jacques Bingen. Tu t'installes là? Oui, Ouais. bah, au choix. C'est presque fini. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de Jacques Bingen, compris la délégation italienne. Mesdames et Messieurs, nous partageons ce soir ensemble l'émotion, vous l'avez dit, d'être réunis pour commémorer la tragique disparition de Jacques Bingen il y a 80 ans, à quelques semaines du début de la libération du pays. Vous l'avez rappelé, la manifestation d'aujourd'hui est aussi un écho lointain à la première cérémonie d'hommage public organisée après la guerre à la mémoire de Jacques Bingen, le 3 mai 1946, ici même, à l'École des Mines à Paris, à l'occasion du 2e anniversaire de son suicide, le 13 mai 1944, dans les locaux de la Gestapo de Clermont-Ferrand. On peut rappeler aussi que la cérémonie du 3 mai 1946 se déroulait la veille du référendum où les Français étaient appelés à se prononcer sur leur nouvelle constitution, qu'ils rejetèrent à plus de 52,8%. Et cette concomitance explique l'absence de certaines personnalités politiques, au premier rang desquelles le général de Gaulle, retiré de la vie publique, comme vous le savez, depuis sa démission de janvier 1946. Voici toutefois ce qu'il écrit à la mère de Jacques Bingen quelques mois après la cérémonie. Parlant de Jacques Bingen, je l'ai beaucoup estimé, apprécié même. Il a montré dans toutes les circonstances un dévouement à sa tâche, un désintéressement et une intelligence que je n'oublierai jamais. S'il m'a été impossible de me rendre à la cérémonie de l'École des Mines, c'est pour les raisons de réserve publique que vous connaissez, mais j'y étais par l'âme et par le souvenir. L'organisation de la cérémonie du 3 mai 1946 doit beaucoup à la mobilisation de Claude Bouchinet-Sérolle, le compagnon d'armes et l'ami intime de Jacques Bingen, depuis leur rencontre décisive à Casablanca au mois de juin 1940. Lorsqu'il a appris les circonstances de la mort de son ami à la fin de l'année 1944, Claude Sérolle s'est immédiatement mis en tête d'organiser un hommage national à la hauteur des éminents services rendus par Jacques Bingen au pays. On attend toutefois le retour en France de la mère de Jacques Bingen, qui s'est réfugiée en Italie, probablement dans la région de Florence depuis 1943. Cela explique la date tardive retenue pour organiser le premier hommage à la mémoire de Jacques Bingen, près de 2 ans après sa mort. La cérémonie du 3 mai 1946 est un événement très important. Plusieurs grands dignitaires de la résistance prennent la parole. Georges Bidault, ancien président du Conseil de la résistance, ami de Jacques Bingen, devenu ministre des Affaires étrangères de la Libération, futur président du Conseil, mais également Alexandre Parodi, membre du gouvernement provisoire, successeur de Jacques Bingen à la tête de la délégation générale clandestine. On retrouve également Gaston Defferre, camarade de Bingen dans la lutte clandestine, nommé ministre lui aussi. Madeleine Braun, députée communiste de Paris. Il s'exprime aux côtés du directeur de l'école, M. Friedel, que vous avez évoqué, après avoir préalablement dévoilé un médaillon à l'effigie de Jacques Bingen dans le hall d'honneur de l'école. À l'issue de la cérémonie, Claude Sérolle remet la Légion d'honneur et la croix de la libération de Jacques Bingen à sa mère, qui est assise au premier rang, aux côtés de sa fille, Georgina Bingen, la veuve d'André Citroën. Les témoignages de l'époque qui nous sont parvenus évoquent une cérémonie empreinte d'émotion et d'une très grande dignité.
Ainsi, les premiers efforts pour inscrire la figure de Jacques Bingen dans la mémoire collective de la nation sont conduits ici même, dès la fin de la guerre, dans l'enceinte de son alma mater, où s'ancre de façon très symbolique son souvenir. La cérémonie du 3 mai 46 inaugure le premier acte du culte mémoriel de Jacques Bingen dans l'immédiate après-guerre, qui s'organise autour de quelques lieux emblématiques. L'École libre des sciences politiques, qui organise un hommage en 1948, donne son nom à une salle d'études. Le lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement, qui dévoile une plaque en 1953, à l'occasion de laquelle Alexandre Parodi prend une nouvelle fois la parole. Sa mémoire professionnelle d'armateur est également le vecteur de plusieurs grands hommages à la Libération. Le Comité central des armateurs de France, dont Jacques Bingen fut l'administrateur avant-guerre, installe à la Libération son portrait dans la grande salle de son conseil d'administration. Des navires de commerce sont baptisés au nom de Jacques Bingen après-guerre. Enfin, est inaugurée en juin 1947 à Paris, dans le 17e arrondissement, la rue Jacques Bingen, après que le Conseil de Paris ait accepté de rebaptiser l'ancienne rue Montchanin, qui abritait avant-guerre le siège de la SAGA, la Société anonyme de gérance et d'armement, la compagnie d'armement et de transport maritime que Jacques Bingen dirigeait jusqu'à la mobilisation de septembre 1939. On relèvera que Jacques Bingen donne son nom à une rue de la capitale avant Jean Moulin, qui patientera encore 20 ans avant de pouvoir donner son patronyme à une artère de la capitale en 1965. Ce décalage en dit long sur les aléas de la mémoire collective. À la Libération, Jacques Bingen est davantage honoré et d'une certaine façon plus connu que Jean Moulin. Lors de sa prise de parole à l'École des Mines en 1946, Alexandre Parodi évoquera en passant le rôle du premier délégué Moulin sans s'y attarder. La place de Jacques Bingen dans la mémoire publique de la Résistance a beaucoup fluctué depuis la Libération. L'historien Laurent Douzou a évoqué son effacement mémoriel. Mais la mise en perspective des hommages qui lui ont été rendus depuis la Libération montre une réalité plus contrastée, avec d'importantes variations. Si elle occupe dans l'immédiate après-guerre les premières places, la mémoire de Jacques Bingen connaît par la suite une période creuse qui s'explique notamment par l'entrée de Jean Moulin au Panthéon en 1964, Moulin devenant alors le symbole quasi unique de la résistance pendant plusieurs décennies. Mais la mémoire de la résistance a évolué depuis quelques années, elle s'est renouvelée, elle s'est enrichie, laissant d'autres figures résistantes émerger. Elle offre aujourd'hui un visage plus diversifié de l'engagement résistant. Après le quasi-monopole exercé par Jean Moulin, puis le duopole avec Pierre Brossolette, elle est devenue un paysage multipolaire. L'entrée au Panthéon de 4 résistants et déportés en 2015, plus récemment de 2 femmes, Joséphine Baker était une Française libre, et d'un résistant étranger, Missak Manoukian, témoigne du renouvellement en cours et du caractère évolutif de la mémoire de la résistance. Le renouveau historiographique des années 2000 a également remis en lumière le rôle éminent de Jacques Bingen dans la construction de la France libre et dans la clandestinité. Si Jacques Bingen est aujourd'hui installé dans le statut paradoxal du plus connu des héros méconnus de la résistance, la mémoire collective révèle des surprises et il n'est pas interdit de penser qu'il pourrait revenir un jour au premier plan. Alors je me tourne vers la famille Citroën, que je ne voudrais pas embarrasser, car ils ont le projet de faire entrer un autre membre de la famille au Panthéon, André Citroën. Mais pourquoi pas 2 membres de la famille au Panthéon, si on y réfléchit bien? Après ce détour par la mémoire de Jacques Bingen, permettez-moi de revenir quelques instants sur sa scolarité à l'École des Mines, point de départ de ce qui nous rassemble ce soir. Jacques Bingen, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur général, y est admis en 1928, il en sort diplômé à l'été 1931. Ses relevés de notes attestent d'une scolarité normale, pour ne pas dire quelconque, sans éclat. Ce sont les mots du directeur en 1946. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres du directeur de l'institution en faisant remarquer que c'est finalement bon signe. Cela prouve qu'il n'est pas forcément nécessaire de finir major de promotion pour faire les bons choix dans la vie. Il y a des élèves dans la salle, pour exercer son libre arbitre ou pour faire preuve de courage tout simplement. On sait que la vocation d'ingénieur de Jacques Bingen fut précoce, sans doute encouragée dès son plus jeune âge par son beau-frère André Citroën, avec lequel il faut rappeler qu'il a 30 ans d'écart. On possède une lettre du frère de Jacques Bingen de 1915. Jacques Bingen est alors âgé de 7 ans, où Max Bingen, son grand frère, lui dit qu'il est un futur polytechnicien, comme le fut André Citroën, et comme le seront plus tard les 2 fils d'André Citroën, Bernard et Maxime Citroën. Issu d'une prestigieuse lignée de marchands et de banquiers établis à Gênes dès le milieu du XIXe siècle, Jacques Bingen revendique surtout l'héritage moral de son beau-frère industriel. C'est très frappant, qui sera toujours son modèle et son mentor, et qui naturellement le formera aux usines Citroën entre 1932 et 1935.
Parallèlement à sa scolarité à l'école des mines, cela a été dit, Jacques Bingen s'inscrit à l'école libre des sciences politiques, où il suit les cours de la section finances privées. Suivre un double cursus est aujourd'hui un phénomène courant à l'heure de Parcoursup, mais je me suis demandé ce que cela pouvait signifier en 1928. J'ai fini par penser que ce choix reflétait parfaitement la personnalité éclectique de Jacques Bingen. Les témoignages de ses anciens camarades décrivent Jacques Bingen comme un élève doué, curieux et travailleur, qui eut toutefois beaucoup de mal à choisir sa voie, tiraillé entre différentes vocations. Jacques Bingen a des aptitudes pour les sciences et pour les lettres, mais aussi pour les langues. On en parlait au moins trois chez les Bingen, le français, l'italien et l'anglais. Héritage de sa double culture franco-italienne, il se passionnait aussi pour la politique, pour les affaires internationales et ne dédaignait ni les arts ni le sport. C'est un homme de la Renaissance. Lecteur du quotidien L'Œuvre, dans l'entre-deux-guerres, le quotidien de la gauche libérale, il s'intéresse aussi au mouvement anticonformiste des années 30. Son refus de s'enfermer dans une vocation unique est un trait marquant de sa personnalité, qui éclaire son parcours très riche dans la France libre et dans la Résistance, où il occupera, j'y reviendrai brièvement, en l'espace de 4 années, des fonctions très différentes. L'éclectisme de Jacques Bingen le conduit à toujours élargir ses horizons, à ne jamais s'enfermer dans une routine sclérosante. Il est tourné vers autrui, paraît toujours en quête de consensus et de solutions. On le retrouvera souvent dans des fonctions de liaison, de conciliation. Jacques Bingen est un homme de l'entre-deux. Il a besoin de réconcilier les points de vue, de conjuguer les contraires. On retrouve cette vocation pour le dépassement dès la drôle de guerre. Il est mobilisé en septembre 1939 comme lieutenant d'artillerie, mais il est très vite à l'étroit dans son uniforme de chef de batterie. Paul de Saint-Sauveur, le mari de sa nièce Jacqueline Citroën, lui recommande la mission française de liaison auprès du corps expéditionnaire britannique. Il obtient sa mutation en avril 1940 et il sera envoyé comme officier de liaison auprès de la 51e division écossaise qu'il va suivre sur la ligne Maginot et dans la bataille de la Somme. Voici ce qu'il écrit à sa mère. « J'ai enfin une vue plus large des choses qui me rend mon métier agréable. » Il ajoute « C'est comme si de concierge dans un immeuble parisien tranquille, j'étais transformé en portier d'un grand hôtel de passage. » Ardent patriote, Jacques Bingen ne se désintéresse pas du sort de l'Italie, à laquelle il déclare être très lié sentimentalement, mais il est aussi un grand admirateur du monde anglo-saxon, autre héritage d'André Citroën, et il est un fervent anglophile. Son anglophilie le conduit à se réfugier au mois de juillet 1940 à Londres, capitale de la Résistance, afin de poursuivre le combat contre Hitler. Mais son anglophilie sera aussi un obstacle à son intégration dans la France libre, car son anglophilie est un filtre qui fait initialement écran avec le mouvement français libre. Par réflexe républicain, Jacques Bingen est loin d'être le seul Français libre dans ce cas. Bingen se méfie un peu de ce général inconnu surgi des ondes de la BBC qui prétend parler au nom de la France. Bingen se verrait bien travailler avec les Anglais. Il estime que la priorité est alors d'aider l'Angleterre à gagner la guerre, pas de construire un mouvement politique en exil. Cet état d'esprit indépendant explique qu'il ne signe pas d'engagement militaire au sein des forces françaises libres à son arrivée en Grande-Bretagne au mois de juillet 40. Il préfère garder une certaine distance à ce stade et conserver un statut d'armateur indépendant, ce qui ne l'empêche nullement de placer ses compétences d'armateur au service du général de Gaulle. De Gaulle, qu'il rencontre une semaine seulement après son arrivée à Londres, lui confie dès le mois de juillet 1940 la direction de la marine marchande. Elle se résume au départ à un modeste bureau de liaison avec les services du Ministry of Shipping britannique, mais en l'espace de 15 mois, son mandat à la tête de la marine marchande, Jacques Bingen va fortement développer l'outil et lui insuffler une très haute ambition. Il lutte alors sur plusieurs fronts auprès des services britanniques qui ne veulent absolument pas voir émerger une marine marchande souveraine et contre la marine de guerre de l'amiral Muselier qui voudrait faire passer la marine marchande sous sa coupe. À partir de l'automne 40, Jacques Bingen parle régulièrement au micro de la BBC. Il se fait le porte-voix de l'engagement de la marine marchande dans la bataille de l'Atlantique. Il rédige des broadcasts très inspirés, n'hésitant pas à comparer l'épopée des marins du commerce sur les routes de l'Atlantique à l'héroïsme des aviateurs britanniques lors de la bataille d'Angleterre ou à celui des conducteurs de camions sur la voie sacrée lors de la bataille de Verdun de 1916. Défenseur d'une certaine idée de la marine marchande, il évolue à la fin de l'année 1941 vers des questions politiques après avoir claqué la porte de la marine marchande après un énième désaccord avec l'amiral Muselier.
Son tempérament de conciliateur n'empêche pas la fermeté sur les principes. On l'imagine alors qu'il s'apprête à évoluer dans une fonction économique dans la France libre auprès de René Pleven, l'homme fort de la France libre de 1941, dont il est très proche. Il décide pourtant d'emprunter un autre chemin en rejoignant le commissariat à l'intérieur, où il intègre le bureau Afrique du Nord. Après 15 mois à la tête de la marine marchande, Jacques Bingen migre fin 1941 vers les questions politiques. Au printemps 1942, il redevient une nouvelle fois l'homme de la liaison et de la conciliation, en devenant la cheville ouvrière de la coordination entre le commissariat à l'intérieur. Le commissariat, ce sont les ministères de la France libre, ministère entre guillemets, et le service de renseignement de la France libre, le BCRA. Il intègre la section politique et devient le chef de la section NM, non militaire, des services de renseignement de la France libre. Il assure alors la liaison avec les organisations clandestines en France. Tout ce qui vient de France en matière de renseignement politique passe entre ses mains. En février 1943, il fait la connaissance de Jean Moulin, qui séjourne à Londres durant près de 5 semaines. Les deux hommes ne se quittent pas et Jacques Bingen devient le correspondant et l'homme de confiance de Jean Moulin à Londres. C'est une rencontre déterminante. Lorsque Moulin est arrêté à Caluire quelques semaines plus tard, Bingen part, se porte volontaire pour effectuer une mission clandestine. Il s'envole pour la France le 15 août 1943, laissant derrière lui 2 exceptionnelles lettres testamentaires qui ont été conservées. Là commence l'acte final de l'engagement résistant de Jacques Bingen. Représentant du Comité français de la libération nationale, il doit concilier les vues du général de Gaulle avec celles de la résistance qui cherche alors à s'émanciper. Il excelle une nouvelle fois dans ce rôle de diplomate conciliateur qui lui va si bien. Et s'il reste fidèle à l'héritage de son ami et modèle Jean Moulin, il apporte toutefois un style nouveau dans les relations entre Londres et la résistance, moins vertical, moins jupitérien, pour reprendre une formule à la mode. Bingen a de l'empathie et de l'admiration pour les combattants de l'ombre. Il représente De Gaulle auprès de toutes les instances de la résistance, il encourage la fusion des éléments paramilitaires au sein des forces françaises de l'intérieur, il prépare avec les équipes de la délégation générale la nomination des futurs préfets de la Libération, enfin il innove dans la recherche de financement pour la résistance dont les besoins sont insatiables. Durant 9 mois, il accomplit une tâche considérable en quête de conciliation et d'unité, veillant toujours à maintenir les liens organiques entre le CFLN d'Alger et la résistance intérieure. Jacques Bingen remplit si bien son rôle qu'il est parfois en opposition avec Londres. Représentant du général de Gaulle auprès de la résistance, il sait aussi être l'ambassadeur et parfois même l'avocat de la résistance. Au printemps 1944, de Gaulle met fin à l'interminable succession de Jean Moulin en désignant Alexandre Parodi comme son délégué général. Jacques Bingen lui passe le flambeau après avoir assuré un long intérim de près de 4 mois. Il est déçu de ne pas avoir été confirmé dans la fonction de délégué général, où il a parfaitement réussi. De Gaulle a choisi un austère conseiller d'État pour incarner le gouvernement dans la dernière ligne droite vers la libération. Bingen n'est pas un haut commis de l'État et doit s'incliner. Dans l'une de ses dernières lettres, il critique l'embourgeoisement et le conformisme de Gaulle, dont il critique l'obsession pour les grands corps. Avant de déménager en zone sud, Jacques Bingen décide d'y effectuer une courte mission d'inspection pour rencontrer les principaux chefs régionaux de la résistance. Un dramatique concours de circonstances dont l'histoire de la résistance est malheureusement coutumière va provoquer sa chute. Depuis l'automne 1943, le Bureau national des liaisons de la résistance a été infiltré par un agent double qui est envoyé au printemps 1944 à Clermont-Ferrand. Agent belge de l'Abwehr, Alfred Dormal s'est imposé comme l'adjoint du responsable régional de la résistance en Auvergne. Il a accès à toutes ses communications, à ses courriers et apprend l'arrivée de Jacques Bingen à Clermont-Ferrand. Le 12 mai 1944, il déjeune avec lui peu de temps après son arrivée. Jacques Bingen ne se doute de rien. Le jour même, Dormal se rend au siège de la Gestapo de Clermont-Ferrand pour signaler la présence de Bingen et demander son interpellation le lendemain matin, avant son départ, pour rencontrer Henri Ingrand, le chef de la résistance en Auvergne. Bingen est appréhendé à 5 heures du matin en gare de Clermont-Ferrand. Les policiers allemands ne remarquant rien d'anormal dans ses bagages et ses papiers paraissant en règle, il est emmené au siège de la Gestapo pour des vérifications complémentaires. Dans l'attente de son interrogatoire, il est laissé sous la surveillance de 2 gardiens. Profitant de l'absence de l'un d'entre eux, il assomme l'autre et s'enfuit à pied dans les rues de Clermont-Ferrand. À l'issue d'une course-poursuite dans les rues de la ville, il est finalement rattrapé et ramené au siège de la Gestapo. Durant sa fuite, il a dissimulé un cachet de poison dans son mouchoir. En entrant dans le bureau pour être interrogé, il l'avale et s'effondre immédiatement.
Après le constat de décès effectué par un médecin militaire allemand, son corps est enlevé dans l'après-midi et ne sera jamais retrouvé. Il est important de rappeler que Jacques Bingen aura tout tenté avant de se résigner à se donner la mort. Le 12 juin 1940, 4 ans plus tôt, sur les plages de Saint-Valery-en-Caux, Jacques Bingen, blessé après 6 kilomètres parcourus à pied le long des plages, s'est jeté à l'eau et a nagé vers le large pour échapper à la captivité. Il s'en est miraculeusement sorti. À Clermont-Ferrand, cette fois, la chance ne lui sourit pas. Jacques Bingen a tenu 9 mois dans la clandestinité. On sait par des témoignages qu'il redoutait de ne pas tenir nerveusement sous la torture et qu'il avait décidé qu'il ne prendrait aucun risque. Face à ses bourreaux, l'âme en paix avec le sens du devoir accompli, il choisit de disparaître avec ses secrets. Malgré son parcours éminent et sa fin tragique, on peut se demander pourquoi il est si difficile pour Jacques Bingen de se faire une place dans la mémoire collective. La cérémonie du 19 décembre 1964 a solidement et légitimement installé Jean Moulin au sommet de l'édifice mémoriel de la Ve République, mais d'autres mémoires ont pu se faire une place depuis. Jacques Bingen a peut-être été desservi par son éclectisme et son indépendance. Il n'a été revendiqué par aucun parti, mais son engagement précoce auprès du général de Gaulle, dès juillet 1940, son engagement dans la durée, son apport déterminant au maintien de l'unité de la résistance, en font incontestablement l'une des figures de premier plan de la France libre et de la résistance que les Français pourraient redécouvrir au cours des années à venir. Je vous remercie. Merci énormément pour ce discours très inspirant. On va maintenant passer à la deuxième partie de notre hommage, qui consiste donc en une table ronde. Et pour l'animer, je propose d'accueillir Frédéric Mathieu, qui est lui-même également ancien élève de l'école, féru d'histoire, et qui est en partie dans l'équipe à l'origine de l'organisation de cet événement. Euh, je vais te laisser du coup présenter les personnes qui participent, comme dans toute bonne table ronde. Voilà. Merci beaucoup Mathieu et encore un remerciement extrêmement chaleureux à Josie Met pour cette allocution extrêmement inspirante. Et je voudrais donc en quelques mots introduire Ladies First, peut-être Patricia Gillet et ensuite Philippe Citroën. Donc Patricia Gillet, vous êtes aux Archives nationales conservatrice générale du patrimoine et en charge des guerres mondiales, c'est ça, et dans une division qui s'appelle département exécutif et législatif. Donc, et Philippe Citroën, vous êtes donc petit-neveu de Jacques Bingen et petit-fils d'André Citroën. Et vous êtes, en fait, les archives étaient réparties entre deux familles et vous êtes celui, je crois, qui a organisé, coordonné tout le transfert des archives familiales aux archives nationales. Et c'est dans cette occasion, Godefroy Beauvalet citait une série de hasards, et c'est dans ces circonstances que je vous ai rencontrés tous les trois et que j'ai été extrêmement ému par cette cérémonie de transfert des archives. Et donc, nous allons, si vous voulez bien, parler un petit peu de tout ça, parce que je pense que chacun d'entre vous a un témoignage à faire. Alors, on peut par exemple commencer par vous-même, Patricia Gillet, qui aviez déjà bien expliqué donc, en quoi consistaient ces archives, et depuis, vous étiez donc la cheville ouvrière de l'admission des archives aux archives nationales. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, à la fois sur les archives de Jacques Mignonne et sur cette cérémonie, peut-être? Alors, est-ce que ça marche? Oui. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je vous dirais que lorsqu'on parle d'archives privées, particulièrement lorsqu'elles ont trait à la résistance, il faut souvent se placer sur le temps long. C'est une affaire de patience, de maturation. Il faut que les familles soient prêtes, car il n'est pas forcément évident de se défaire de papiers qui sont autant de traces du parcours d'un parent aimé, admiré, et surtout pour les livrer à la curiosité d'inconnus. Est-ce la bonne décision qu'on prend? Qu'en aurait pensé celui ou celle qui est au cœur de ces archives? Les questions sont nombreuses et il faut se donner le temps d'y répondre.
Alors évidemment, les papiers de Jacques Bingen n'ont pas échappé à cette règle et leur arrivée aux Archives nationales s'est effectuée en 3 temps. Tout d'abord, et alors là c'est un rebours de ce que je viens de dire, la mère de Jacques Bingen, Laura Bingen, qui était soutenue dans sa démarche par Claude Sérol, dont a parlé Joseph tout à l'heure, le grand ami de son fils, nous a remis, dès les années 50, 4 cartons d'archives. Ces cartons illustrent pour l'essentiel le passage de Jacques Bingen à la tête des services de la marine marchande de la France libre en 1940 et 1941, à coup de... Ah pardon, je vais essayer de parler plus... Voilà. À coup de lettres, de notes, de brouillons d'émissions radiophoniques. Ce sont les archives classiques d'un service de la France libre, à l'instar des archives du BCRA ou de celles de l'état-major londonien du général de Gaulle. Mais déjà, se sont glissées dans ces archives, comme par inadvertance, des pièces plus personnelles. Par exemple, un récit détaillant l'attaque anglaise sur Abbeville au début du mois de juin 40, alors que Jacques Bingen était officier de liaison auprès de la 51e division écossaise, ou encore la liste de ses adresses successives, un CV manuscrit. Puis, je dirais que le silence est retombé, tandis que ce premier fonds s'ouvrait à la recherche, et ce jusqu'à la fin des années 80. S'ouvre alors le deuxième épisode, où Jacqueline Citroën se rend aux Archives nationales pour évoquer avec nos prédécesseurs les archives de son oncle, dont elle est la gardienne. Elle nous confie alors quelques copies de documents, parmi lesquels des lettres, des photographies, plusieurs comptes rendus de cérémonies organisées à la mémoire de Jacques Bingen. Mais il est sans doute encore trop tôt. Nous nous contentons en fait de garder soigneusement la trace de son passage, qui devient pour nous un dossier en attente. Il faut savoir qu'une des vertus de l'archiviste, c'est la patience. Donc voilà. Ensuite, je dirais que c'est Joseph qui entre en scène. Grâce à ses travaux sur Jacques Bingen, il avait établi d'étroites relations avec la famille et il a eu accès aux archives dont nous avait parlé Jacqueline Citroën. Et jusqu'au bout, il sera notre précieux émissaire. Nous arrivons à ce que j'évoquais au début de mon intervention, la décision de messieurs de Saint-Sauveur et Citroën d'achever l'œuvre entreprise par leur mère et tante en remettant aux Archives nationales 2 boîtes d'archives de Jacques Bingen qui pour nous sont comme une malle au trésor. Cela s'est fait comme lors d'une cérémonie à l'hôtel de Soubise, sur le site parisien des Archives nationales, le 23 mai dernier. Et enfin, je pense que ça a été, pour nous en tout cas, une cérémonie très émouvante parce que d'une part, elle intervenait à quelques jours près, 80 ans après la disparition de Jacques Bingen. Elle a aussi permis à de nombreux membres de la famille de se retrouver jusqu'aux branches italiennes et allemandes. Donc c'était un beau moment. Euh, et maintenant, je vais vous parler un petit peu de la malle au trésor. Je vais vous en dire quelques mots en prenant 2 exemples. Et je commencerai par 2 dossiers très nourris rassemblés par Jacqueline Citroën qui font écho à ce que nous disait Joseph tout à l'heure. Alors, le premier concerne les circonstances de l'arrestation et de la mort de Jacques Bingen et témoigne des recherches incessantes qui ont été entreprises par sa mère dès la fin 1944 et poursuivies par Jacqueline Citroën tout au long de sa vie. Et le second concerne les hommages rendus à Jacques Bingen, notamment ici à l'École des Mines, et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, les 2 fameuses boîtes ouvrent aussi une fenêtre sur l'enfance et la jeunesse de Jacques Bingen. On a par exemple dans ces archives les 2 lettres à son frère Max, son cher Zazo, qui sont tracées d'une écriture enfantine. C'est assez émouvant de voir tout ça. On a ses bulletins de notes à Jean Sand Sailly, on a son diplôme de bachelier. On revit ensuite dans ces documents la drôle de guerre et la bataille de France. Et là, je voudrais vous dire un mot de l'extraordinaire corpus de lettres que Jacques Bingen a adressé à sa mère entre août 39 et juin 40. Oui, je les ai comptés, il y en a à peu près 110 en 10 mois, ce qui est quand même extraordinaire. Et elle témoigne vraiment de... Et il écrit très très bien, il y a des cartes postales et des lettres. Et vraiment, elle témoigne de l'affection profonde qu'il porte à celle qu'il appelle affectueusement sa vieille chérie, sa chère vieille, sa vieille aimée. Donc ça revient en tête de ces lettres. C'est vraiment au-delà du contenu qui est très intéressant, c'est très émouvant. Alors plus encore, le fonds qui a été remis en mai dernier aux Archives nationales contient plusieurs pièces emblématiques du parcours de Jacques Bingen. Je citerai 3 de ces originaux. En premier lieu, la déclaration de nationalité française de Jacques Bingen en mai 1934,
parce que c'est pour lui un document essentiel. Et de cela témoigne la notation qui est portée sur l'enveloppe qui accompagne le document. Je vous la lis. Ce papier a pour moi une importance énorme, qu'il soit mis en sécurité si l'on évacue et que l'on m'écrive aux armées pour me dire où cette enveloppe sera rangée. Donc vraiment un document qui pour lui était essentiel. Un autre document extraordinaire, c'est le journal que Jacques Bingham a tenu à Londres sur un cahier d'écolier très modeste d'allure entre mai 41 et mars 42, c'est ça, je crois. Voilà. Alors, c'est une source magnifique. On y saisit évidemment à la fois les événements de la guerre, la vie à Londres, les derniers soubresauts du Blitz, l'entrée en guerre de l'URSS, mais on y voit surtout, je dirais, apparaître l'homme qu'était Jacques Bingham à travers ses réflexions sur des sujets plus intimes, les ressorts des relations humaines, la connaissance et l'acceptation de ce que l'on est, la notion de devoir. Cela revient comme ça au fil des pages. On a aussi évidemment des jugements sur ses compagnons, des critiques parfois sévères à l'encontre de la France libre et du général de Gaulle, mais aussi des notations plus personnelles. J'en ai relevé une le 28 juillet 41, où il écrit « Demain, 25e anniversaire de la mort de Max, j'ai l'impression que le drame s'est passé hier. » Donc Max, son frère mort pendant la Première Guerre mondiale. Troisième pièce enfin, la lettre testamentaire du 14 avril 1944, peu avant la mort de Jacques Bingham, cette fameuse lettre dont on cite souvent des passages, la vision heureuse de cette paradisiaque époque de période d'enfer. Elle dit aussi le bonheur prodigieux des 8 mois de la mission en France. Je vous dirais que même si ça fait des années et des années que je suis conservateur aux Archives nationales, ça fait toujours quelque chose de tenir en main un original. On le porte avec beaucoup d'émotion et puis toujours cette crainte d'altérer les pages si fragiles en les manipulant. Donc c'est vraiment un sentiment qui est assez extraordinaire et d'ailleurs qu'on fait partager souvent à nos élèves qui viennent au service éducatif des Archives nationales parce que rien ne vaut ce contact avec les documents. Voilà, donc je terminerai en disant que c'est une chance inouïe que ces archives aient rejoint les Archives nationales. Nous en sommes évidemment très reconnaissants à la famille de Jacques Bingham. Et comme je ne me lasse jamais d'en citer des extraits de ces documents, en voici un dernier tiré d'un petit billet manuscrit de Jacques Bingham qui me paraît traduire au mieux son tempérament. Nous sommes en septembre 1943, il vient d'arriver à Paris pour sa mission. Et voilà ce qu'il écrit, c'est trois petits mots, mais que je trouve très jolis. La redécouverte de Paris fut émouvante. Je circulais comme une taupe dans les métros, et en 50 endroits, je surgissais de terre, sans être aveugle comme la taupe, émue et éblouie. Voilà ce que je voulais vous laisser entrevoir des archives de Jacques Bingham, parce qu'il y a plein de choses comme ça dans les documents. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Patricia. On a l'impression de toucher les documents lorsque vous en parliez. Alors, maintenant, je passe la parole à Philippe Citroën. Évidemment, vous avez un point de vue extrêmement privilégié étant de l'intérieur de la famille. Vous avez sûrement des anecdotes à nous dire sur la famille, les amis, les personnalités qui ont pu être rencontrées par Jacques Bingham. Et puis peut-être que vous voudrez nous parler de l'événement de 1946 selon votre propre angle. Merci, Monsieur le Directeur Général, de nous donner l'occasion de venir ici dans cette fameuse école des mines de Paris. Et puis, c'est vrai que l'événement de 1946 est un événement qui est quand même très émouvant, parce que c'est à ce moment-là que mon arrière-grand-mère, Laura Bingham, voit qu'on va décorer son fils, Jacques Bingham, comme compagnon de la Libération à titre posthume et de la Croix de la Légion d'honneur aussi. Donc c'est ici, peut-être dans cette salle ou dans une autre salle, que ces remises de décoration sont faites. Et ça, pour nous tous, pour la famille, pour nos cousins italiens qui sont ici, c'est quand même très, très, très émouvant de savoir que ça s'est passé ici. L'autre sujet que je voulais dire, c'est que moi, le hasard a voulu que ma tante Jacqueline Citroën, la mère d'André, et mon père qui avait rejoint Londres aussi en 1943, après avoir été arrêté à la frontière espagnole, d'avoir passé quelques mois en prison à Gérone, avait retrouvé mais très peu, Jacques Bingham à Londres. Et donc, mon père
et ma tante m'ont beaucoup parlé de Jacques Bingen. Et je peux dire que Jacqueline Citroën avait fait une obsession sur l'arrestation de Jacques Bingen et que je devais avoir, j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir 1 ou 2 coups de fil par semaine sur l'arrestation, où on relisait les livres d'Henri Noguer pour bien décortiquer tout ce qui s'était passé, où elle m'invitait à des déjeuners parce que le hasard, mais il ne faut pas que ça me vieillisse trop parce que certaines personnes m'ont dit si déjeuner avec ces personnages comme avec Maurice Schumann, Pierre Sudrau, Claude Bouchinet-Sorel, il ne doit pas être trop jeune, Philippe Swann, mais la réalité, c'est que j'ai eu la chance de déjeuner avec ces grands personnages qui sont devenus des grands personnages de la Ve République, des grands gaullistes qui ont connu de très près Jacques Bingen et Claude Bouchinet-Serrel, qui a écrit ce livre, et je crois que Joseph Zimet l'a beaucoup aidé sur ce livre, Nous étions faits pour être libres, qui est pour moi un des grands livres de la résistance. Et donc, je crois que je voulais dire cela au début. Alors après, il y a quelque chose qui nous a toujours travaillé dans la famille, c'est le fait que Jacques Bingen, comme cela a été dit, n'a pas été connu. Et donc, par exemple, Jacques Baumel, qui a été aussi ministre, a dit c'est un héros oublié et un de ces soldats de l'ombre de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et dans son livre magistral sur le général de Gaulle, Le Rebelle, Jean Lacouture considère que Jacques Bingen s'affirme comme un des 3 ou 4 personnages les plus exceptionnels qui révélaient la résistance. C'est quand même important. Et Jean-Luc Barré, dans son livre récent sur le général de Gaulle, c'est toujours des gros pavés, tous ces livres, hein, il faut le savoir. Il écrit sur Bingen, ce jeune ingénieur de 34 ans est une personnalité les plus vigoureuses et séduisantes de la France libre. Revendiquant un statut à part, ce républicain de gauche s'est converti peu à peu au gaullisme, sans rien abdiquer de son esprit critique, ni dévier d'une constante loyauté à l'homme de 18 juin. Et puis il rajoute, s'il déplore son côté cabochard, De Gaulle apprécie la liberté d'opinion de cet irrégulier qui n'hésite pas à lui tenir tête et cherche rarement à le ménager. Et là, on a vu dans des articles qui ont déjà été écrits par Joseph Zimet que entre le général de Gaulle et Jacques Bingen, il y a eu des moments où ça a dû chauffer, hein. Je pense qu'il a dû peut-être 1 ou 2 fois sortir de la salle et vous imaginez ce que ça veut dire de faire ça. Et donc, il y a quand même eu une relation de la part du général de Gaulle, une certaine admiration vis-à-vis de Jacques Bingen, mais il y a eu des moments qui ont été chauds. Et cela dit, quand on refait l'histoire, quand Jacques Bingen dit « je ne veux pas travailler sous les ordres de l'amiral Muselier », il avait tout à fait raison de le dire quand on sait ce qui s'est passé un peu après avec l'amiral Muselier. Alors après, puisqu'on me demande de faire référence à certains événements, et comme avant de remettre les archives, j'ai lu énormément de documents, il y a quand même des documents qui sont très importants. Alors tout à l'heure, on a cité ce livre où il a d'une quarantaine de pages, de 41. Et alors, c'est assez amusant parce que j'ai relu et il a le sens de l'humour. Tout le monde dit que Jacques Bingen a le sens de l'humour parce que une des pages, je lis un extrait, il dit « Quelle aventure inouïe que la nôtre! À 10 ou 12, nous sommes la voix de la France. De Gaulle, Catroux, Schumann, Labarthe, de Wavrin, moi, Dejeun, Claude. Nous sommes la conscience de 10 siècles de gloire. La voix de la plus noble civilisation. 40 millions de Français cherchent en nos paroles le cri d'horreur et d'espérance de la patrie en ce tournant tragique et répugnant de l'histoire de la France. C'est dramatique et grisant. Chose à savoir, je suis si occupé de nos querelles locales et de la technique de notre propagande, parce qu'il a été donc à la BBC, que c'est la première fois depuis 8 mois que cette pensée me vient. Il est clair aussi que nous avons maintenant une scission entre la voix de la France et celle de Pétain, la France avec nous. Donc, quand on lit ça, c'est assez impressionnant. Et quand on lit aussi les 40 pages qu'il écrit après l'opération de Saint-Valery en Caux, où il est en train de se noyer et on lui lance une bouée de sauvetage d'un bateau. Et comme par hasard, cette bouée de sauvetage vient de la société Saga, où il avait travaillé quand il avait quitté les usines Citroën en 1935. Et alors, on se dit, il est presque mort,
Mais donc, c'est Saga qui va le sauver et qui lui permettra de monter sur un bateau. Parce que quand on lit vraiment cette séquence, on se demande comment c'est possible que cela ait pu se passer. Après, je voulais juste dire que pour revenir sur le général de Gaulle, dans ces fameuses lettres qu'il a écrites en 43 et en 44, parce qu'il sentait que vraiment, en venant sur le territoire français, il y avait des risques énormes. Il dit je prie qu'on dise au général de Gaulle toute l'admiration que j'ai acquise pour lui. Il a été l'âme, la conscience même de la France pendant ces dures années. Je le supplie de conserver sa noblesse et sa pureté et de ne pas oublier, après la radieuse victoire, que si la France est une grande dame, les Français seront bien fatigués. Il faudra qu'il ait pour eux non seulement beaucoup d'ambition, mais aussi de l'intelligence et de la tendresse. C'est quand même ce qu'il écrit. Le général de Gaulle, dans le document qui est sorti, qu'il a rédigé après l'événement qui a eu lieu ici, dit j'ai lu ou relu les lettres de Jacques Bingen. Donc, il a vu ces paragraphes. Donc voilà, je vais en rester là. Il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que mon père, quand il a croisé Jacques Bingen à Londres, il a quand même, mon père a écrit un livre sur la partie Citroën de sa vie et qu'il appelle La conjuration de Javel sur la mort d'André Citroën. Mais il dit, quand je suis arrivé, je me doutais depuis mon entretien avec lui d'une visite éclair le 10 août 43. Donc il rencontre Jacques Bingen, il dit il commençait à se morfondre en Angleterre où il avait longtemps dirigé la marine marchande de la France libre. Je comprenais qu'il serait bientôt parachuté en France pour une longue mission, dit mon père, dangereuse mais exaltante, car au moment des adieux, il ne put dissimuler son émotion et me serra sur sa poitrine. Mon vieux Bernard, dit-il, nous allons bientôt vivre des jours fantastiques. Moi, surtout avant le débarquement, toi, surtout après. L'année 44 sera décisive pour la France. Les événements vont maintenant se précipiter du côté de l'Italie, du moins je le crois d'après certaines de dépêches d'Alger. Mais la Gestapo deviendra de plus en plus méchante. Où nous reverrons-nous, dit-il. Et mon père, mais plus tard, cher Jacques, mon oncle, mon grand frère, je ne devais plus le revoir. On pourrait revenir sur d'autres points tout à l'heure, mais je crois qu'il est bon que vous posiez en même temps un Merci, certain nombre de un questions. immense merci. Je pense que vous êtes tous d'accord pour trouver avec moi cet exemple de la vie et de l'action de Jacques Bingen particulièrement inspirant. Et je pense que c'est un honneur que l'École des mines, ses anciens, ses élèves actuels s'y soient associés. Et j'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu difficile à tous les trois. En quoi trouvez-vous que cet exemple, il y a 80 ans, dans cette période si trouble de l'histoire de France, puisse être inspirante aujourd'hui? Moi, si je peux répondre, et le hasard veut qu'il n'y a pas longtemps, avec mon épouse Victoire, on a été à une vente de livres aux Invalides et on a acheté le livre de François Broche qui s'appelle Il n'avait pas 20 ans, que vous venez de sortir. Donc, je l'ai lu. Et comme il y a beaucoup de jeunes étudiants de l'école des mines ici, je voulais juste lire le début du livre, l'introduction qui s'appelle Ils ont consolé la France. Il met à la fin de son hommage aux morts de la France combattante qu'il prononce à l'Albert Hall de Londres le 18 juin. Pierre Brossolette a cette phrase qui, à elle seule, résume l'épopée à laquelle ils ont participé. Colonel de 30 ans, capitaine de 20 ans, héros de 18 ans, la France combattante n'a été qu'un long dialogue de la jeunesse et de la vie. Et pour les jeunes, c'est facile pour moi de le dire après coup, c'est l'âge moyen de l'engagement de la France libre est de 22 ans et demi. Une très forte proportion des engagés ont moins de 21 ans et 5% ont moins de 17 ans. Par ailleurs, les trentenaires ne sont que 12% et les quadragénaires seulement 3%. C'est vraiment, ça en dit long sur ceux qui ont rejoint Général de Gaulle et qui se sont battus partout dans ce qu'on appelait l'Empire à l'époque. À qui puis-je passer le micro? Joseph Zimel, peut-être? Merci beaucoup. C'est une question difficile. Il y a quelques élèves dans la salle. Bon, on ne peut pas leur souhaiter de
d'avaler un cachet de poison à 20 ans. Mais c'est vrai que, voilà, bon, nous, il y a l'exemple de Jean Moulin à Chartres, voilà, qui est un peu vous savez, ce petit livre Premier combat qui est posé sur la table de tous les sous-préfets de France et qui raconte comment Moulin accueille les Allemands à la porte de la préfecture, etc. Voilà, je crois que il y a une inspiration que chacun tire de cette histoire, hein, qui est Jean-Louis Crémeux-Briac disait que c'était qui est l'un des acteurs, mais aussi un des grands auteurs, qui est l'auteur notamment de l'œuvre de référence sur la France libre. Il disait que c'était la dernière épopée, hein, de la France contemporaine. Et c'est vrai qu'il y a un caractère épique. Enfin, et j'invite vraiment tout le monde à relire ou à relire La France libre de Jean-Luc Rémy-Briac, ce qu'a fait De Gaulle. Et il ne l'a pas fait tout seul. Avec ses compagnons, construire cet État en exil, avec rien. Avec rien. La projection dans l'avenir, et puis l'articulation ensuite avec la résistance intérieure. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'il l'a fait contre les Alliés, pardon, mais c'est-à-dire qu'à partir de 1942, il lutte non seulement contre les Allemands, mais aussi contre les Américains. Vous connaissez, je suis toujours mortifié quand je regarde l'Afrique du Nord, enfin, si vous voulez, le débarquement et Darlan et Giraud, parce que, si vous voulez, derrière Darlan, il y a encore Giraud. Et je peux vous dire que Giraud, ce n'est pas une mince affaire, rééquipé par les Américains. Ça. La République française d'Alger est une page inouïe. Giraud récupère tous les antigaullistes, Jean Monnet. Voilà. Et donc, c'est une lutte au couteau à Alger jusqu'à la fin de l'année 1943, alors que les Américains sont en Italie. Donc, au moment où la Corse est libérée, De Gaulle est encore en train de se demander si on va enfin lui donner les clés du pays, alors qu'il a mis en place des comités départementaux. Donc, si vous voulez, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire et oui, elle est inspirante pour, je pense, encore quelques générations. Quand on sait qu'il n'a même pas le droit de rejoindre tout de suite après le débarquement, il n'est d'abord pas informé et puis on met du temps pour le laisser arriver sur le territoire français. Puis après, il repart sur l'Afrique du Nord. C'est assez fou, oui. Ce que j'ai entendu, c'est un peu l'entrepreneuriat, la création d'entreprises à l'échelle de la création d'un État, quelque part. Et j'ai entendu, dans tout ce que vous avez dit, j'ai entendu les valeurs de courage, de détermination, d'être droit dans ses bottes. Si j'ai bien compris, en fait, si Jacques Bigon n'avait pas dit non au général de Gaulle par rapport à cette nomination, eh bien, il serait vivant encore. Alors, sur la marine marchande, c'est une histoire très simple. Bingen a fabriqué la marine marchande. C'est une histoire un peu compliquée, mais un quart de la flotte de commerce marchande est dans les ports britanniques en 1940. Les Anglais réquisitionnent tout ça. Ils ont besoin de tonnage. Tout ça passe sous la coupe britannique et c'est tout à fait normal, versé au pool allié. Jack Bingen est le go-between très intelligemment. Il remet de la souveraineté là-dedans. Il se mêle de tout. Et puis surtout, comme il est très bon, les Anglais, et qui parle anglais, les Anglais le considèrent comme un interlocuteur valable. Et donc, il obtient énormément de choses. Et puis, bon, voilà, 15 mois plus tard, il y a un service de la marine marchande. Il a un peu un droit de regard sur ce qui est fait. Où est-ce que les Anglais envoient? Il envoie des bateaux en Afrique. Il réorganise les liaisons commerciales avec les colonies françaises ralliées. Donc, il a un rôle extrêmement important. Mais lors de la création du Comité national français, qui est une étape absolument fondamentale, Muselier fait un putsch au mois de septembre. Muselier, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Muselier fait un putsch contre De Gaulle et il dit j'ai le soutien des Britanniques, de l'amirauté. Mon général, vous allez vous retirer. Ça va être moi le patron. Vous allez être le chapeau à plumes, le président d'honneur. Et je vais nommer mon directeur de cabinet, André Labarthe, etc. C'est ça. Alors, et pendant une semaine, De Gaulle vacille. Il prend un coup dans l'estomac et il pense vraiment que les Anglais vont le lâcher et vont donner les clés de sa boutique à Muselier. Bon, et puis finalement, Muselier, qui est un peu trépigne et rate une marche, enfin explique qu'il va faire sécession avec sa marine, etc. De Gaulle reprend la main et pour garder l'unité du mouvement, il réintègre Muselier et il lui donne la marine marchande un peu en lot de consolation. Voilà. Et
Bingen, évidemment, est mortifié. D'ailleurs, il écrit aux Anglais. Hein, il dit non, mais vous n'allez pas laisser passer ça. Il appelle le ministre de la Marine britannique qui estime beaucoup Bingen. Il lui demande d'intervenir auprès d'Eden. Donc, Bingen est assez tacticien aussi. Hein. Il va voir les ministres anglais pour qu'ils empêchent le général de faire une connerie. Hein. Voilà, bon. Donc, il défend son beefsteak. Mais il a un face-à-face avec De Gaulle, et effectivement, De Gaulle le reçoit 3 fois. Et alors, il fait la navette entre Muselier et De Gaulle, parce que évidemment, les deux personne ne veut céder. De Gaulle est très ennuyé. Il dit allez voir Muselier, tout est arrangé. Puis il arrive chez Muselier lui dit mais non, mais pas du tout, le général dit n'importe quoi, retournez le voir, on sait pas. Enfin, ça dure 3 jours et à la fin, Bingen en a ras-le-bol. Et il s'énerve dans le bureau du général. Il s'énerve, il dit écoutez, mon général, ça suffit, vous me décevez beaucoup. De Gaulle lui dit vous n'êtes qu'un cabochard. Et Bingen lui répond non, mon général, ce n'est tout simplement que faire preuve de fermeté. Et là, De Gaulle lui dit soit. Et puis c'est fini. Écoutez, débrouillez-vous, essayez de vous retrouver quelque chose dans le mouvement, et puis voilà. Ça se passe comme ça. Mais au fond, De Gaulle lui garde toute son estime. Bingen ne l'a pas insulté. Il lui a simplement dit qu'il n'allait pas détruire son œuvre pour lui faire plaisir. Donc, je pense que Bingen est ressorti plutôt renforcé de cette algarade que Bingen a écrit par le menu. C'est un document d'archives qui est truculent. Hein. Enfin, je veux dire, c'est du vaudeville. Et donc voilà, donc ça c'est 41. Et puis de Gaulle, on a un témoignage du colonel Passy, est très content que Bingen retrouve un poste en septembre. Ça ne sera pas un poste aussi éminent. Hein. Il faut dire que voilà, il aura du mal à remonter les marches. Ensuite, au BCRA, il sera chef d'une section non militaire. Et voilà, et ensuite, il sera délégué par intérim de Jean Moulin dans une période interstitielle. Hein, il ne sera jamais nommé. Et je pense qu'il a vécu difficilement le fait, après avoir tenu la boutique pendant 4 mois sans liaison, sans argent, enfin, c'est une période extrêmement compliquée. Bingen a pensé qu'il serait délégué général. Voilà. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'un peu douloureux pour lui que De Gaulle nomme Parodi, qui avait tous les titres pour être délégué général, haut fonctionnaire, conseiller d'État, frère d'un magistrat fusillé, qui s'était pendu dans sa prison à Fresnes. Enfin, les Parodi, c'est pas n'importe qui, mais il y a quand même voilà, une déception, une petite amertume. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que De Gaulle, Bingen remonte sur le cheval, après j'arrête, et il surmonte sa déception, son amertume. Il dit bon, très bien, je vais m'installer en zone sud. Il prend ses clics et ses claques, il prépare son départ. Et malheureusement, il y a cet épisode tragique de Clermont-Ferrand où normalement il fait l'aller-retour sur 3 jours pour régler un problème. Sinon, il serait parti en zone sud jusqu'à la Libération. Voilà un petit peu l'histoire. Mais donc, le face-à-face avec De Gaulle, il est important, mais ce n'est pas une fâcherie. Merci beaucoup. Patricia. L'exemple des archives, parce qu'il y a un document, une série de documents dont ça ne marche toujours pas, non? Si. Il y a une série de documents dont je ne vous ai pas parlé et qui se trouvent dans le fonds Jacques Bingen. C'est un petit ensemble de devoirs d'écoliers dans les années 50 à qui on a demandé ce qu'ils savaient de la vie de Jacques Bingen et quels sentiments leur inspirait cette vie. Et alors, c'est très, très intéressant de regarder ça. Et il y a évidemment des mots-clés qui reviennent, que vous avez prononcés les uns et les autres: fermeté, vaillance, persévérance, courage, idéal, etc. L'idée aussi qu'il y a un écolier qui écrit voilà, il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Enfin, il y a des tas de choses. Et moi, évidemment, ça a rebondi dans ma tête parce qu'aux archives, on s'occupe des archives, évidemment, mais on a aussi à cœur de s'occuper de ce qu'on appelle, je l'ai mentionné tout à l'heure, le service éducatif. Le service éducatif, ça sert justement à recevoir des classes de tous âges. Et je pense que, oui, l'exemple de Jacques Bingen est totalement pertinent parce qu'on peut, à ce moment-là, à partir de documents comme ceux qu'on a et qui laissent la trace du parcours de Jacques Bingen, voir avec eux ce que représentent ces valeurs, ce qu'elles impliquent. Et ça a une résonance différente, évidemment, aujourd'hui de celle qu'elle avait dans les années 50, mais ça n'en est, à mon avis, que plus précieux. Et on peut vraiment travailler là-dessus. Et ce qui frappe, enfin moi, ce qui me frappe chez Jacques Bingen, c'est évidemment son engagement, c'est indéniable, la jeunesse au moment de son engagement, mais aussi, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus ce soir, sa personnalité, en ce qu'elle rend le héros très proche, très attachant. Il a de l'humour, il écrit très bien, il s'exprime très bien, et on part avec lui. Voilà, quand on regarde les documents, on part avec lui. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Il nous embarque, voilà, exactement, c'est ça. Voilà.
Donc, c'est en ça que je trouve que c'est très pertinent de s'intéresser à lui aussi. Dans un article du Figaro que j'ai vu du 6 juin 1974, fait par Pascal Copeau, ils disent: le bonheur, nous le tenions dans nos mains sur ce quai de la gare de Beaune. Donc, Jacques Bingen est allé voir toute une série de résistants. Bingen prit le premier le train pour Paris où il se proposait, nous avait-il dit, avant de se rendre à Clermont-Ferrand, de faire l'emplette d'un matériel de pêche afin de paraître plus français moyen. C'est juste avant, donc c'est ce qu'il dit. Et puis après, il raconte donc, il écrit sa lettre, mais qu'il a un pressentiment qu'il va lui arriver quelque chose. Et c'est vrai que dans les documents de Noguer, il y a quand même une note qui est faite par Jacques Bingen qu'il envoie à Londres au colonel Passy en disant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un il y a un espion allemand auprès de vous. C'est ce qu'il dit. Allez-y, allez-y. Je vous dise une chose là-dessus, parce que ça revient fréquemment. En fait, ça, pardon, hein, c'est une moquerie de Bingen au moment de son conflit avec Passy. C'est-à-dire que vous savez que Passy, en octobre, débranche, comme on dit dans notre jargon, Serrel et Bingen, en disant, parce qu'il y a cette guerre avec Brossolette. Et alors, Bingen et Serrel sont sur le terrain et Passy leur coupe les ailes au nom de la sécurité, parce que c'est le patron du BCRA. Et alors, les deux font une campagne, se défendent, et ils se défendent très bien. Et ils écrivent des télégrammes à Londres. Et notamment, c'est là que Bingen fait ce télégramme à Passy en disant au lieu de m'expliquer que je suis suivi tous les jours par la Gestapo après l'affaire de la rue de la Pompe, et c'est là où il lui dit il y a quelqu'un chez vous, parce que regardez, là, il y a Pierre-Paul Jacques qui s'est fait arrêter, là, la Gestapo a saisi ceci, ceci, là. Donc en fait, c'est une espèce de pied de nez de Bingen à Passy. Et alors, effectivement, je le dis, j'ai essayé de l'écrire, mais c'est une erreur de Noguer. C'est une erreur de Noguer parce que, bon, voilà, en fait, c'est une provocation. Serrel écrit le même jour, parce que les courriers partent toujours en même temps, c'est dans la même lune, et dit tout ce qui s'est passé, l'affaire d'un déséquilibré de votre service. Enfin, voilà, donc pendant une semaine, ils se défendent et ils écrivent sur ce ton-là, un peu provocateur. Et Passy est furieux de recevoir ça, et c'est ça ce document. Donc, je sais qu'il y a des théories voilà, il y a beaucoup de soupçons hein, encore dans la famille Citroën, et au fond, on ne saura jamais ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand. Si l'agent double suivait Bingen depuis 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, j'essaierai de répondre à cette question, mais c'est une question extrêmement difficile parce que nous n'avons pas de documents. Voilà. Mais ce document cité par Noguer, et malheureusement, voilà, je vous le dis, c'est une erreur de Noguer, grand historien au demeurant. Merci infiniment pour vos témoignages qui sont vraiment très émouvants. Avant d'ouvrir aux questions de l'assistance, peut-être qu'un autre petit-neveu de Jacques Bingen, représentant l'autre famille, André Saint-Sauveur, voudrait nous dire un mot. Je vous remercie. C'est toujours pour moi une très grande émotion de parler et d'entendre de parler de mon oncle Jacques Bingen, car je l'ai bien connu pendant la guerre et jusqu'à sa capture et sa fin tragique. Donc c'est toujours une émotion. J'ai des souvenirs avec lui d'enfant, puisque il venait, quand il était parachuté de Londres, il venait habiter chez mes parents pendant l'occupation. Et c'est pour moi une grande fierté de voir que mon ami Joseph Zimetz fait sa biographie, de voir que nous relevons tout le souvenir parce qu'il a été moins connu n'étant pas un homme politique, étant un homme d'affaires. Il a eu peut-être moins de reconnaissance que les hommes politiques. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui s'occupent de lui, qui travaillent à sa mémoire. Et c'est un grand moment de partage familial parce que je l'ai connu, j'étais enfant, mais je vis avec son souvenir depuis longtemps, car ma mère, Jacqueline Citroën, était
très, très, très engagée dans son souvenir et elle l'aimait beaucoup. Elle était même un peu amoureuse de son oncle, puisqu'il y avait un petit décalage de génération, mais pas très fort, puisqu'il était l'enfant tardif de mon arrière-grand-mère, qui, elle, a survécu à la guerre et que j'ai évidemment bien connue. Donc, c'est un merveilleux partage familial et je suis très reconnaissant à Joseph Zimet de relancer cette personnalité qui était peut-être moins connue que d'autres et qui va l'être grâce à ce livre que j'attends avec impatience. Merci. Bon, je pense que nous avons quelques minutes pour des questions de l'auditoire, de la salle. Merci. J'ai été très, très frappé par l'incertitude qui euh, règne toujours sur les circonstances de l'arrestation ou de la reconnaissance de Jacques Bingen par un agent de double ou triple. Et c'est malheureusement le cas dans diverses, pour d'autres résistants, et notamment mon père, où on n'a jamais su comment la Gestapo était venue à l'imprimerie à Lyon bon, le jour où il n'aurait pas dû y être, où il y était. Ceci étant, à l'usage des jeunes, euh, il y avait 40 millions de Français. Malheureusement, les femmes étaient moins résistantes à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, il y a une douzaine de millions d'hommes en âge de travailler, de combattre ou de résister. On compte environ 300 000 combattants volontaires de la résistance. Peut-être 100 000 Français libres, c'est un maximum. Donc, voyez-vous, le courage n'est pas si répandu que ça. Il faut savoir que les décisions à prendre à l'époque étaient difficiles, euh, ne pas forcément mépriser ceux qui ont fait des mauvais choix et chercher en permanence le bon choix. C'est ça qui est le plus dur. Il y a d'autres questions? Bonsoir, merci à tous de cette évocation mémorielle exceptionnelle. Moi, j'ai pas de questions, je voulais juste souligner deux points qui m'ont vraiment beaucoup frappé dans vos exposés. Le premier, c'est la jeunesse des engagés volontaires. Ça m'a frappé parce que mon père a falsifié son état civil pour s'engager dans ce qui allait devenir la deuxième DB. Il avait 18 ans, il avait 17 ans, donc il faisait partie des 5%. Et la deuxième chose qui m'a frappé, Monsieur Zimet, c'est cette description des combats d'ego, des combats d'ambition, de remplacement. Enfin, on est dans des sociétés humaines, mais je trouve que c'est extrêmement frappant dans ce que vous avez décrit, au-delà d'une vision plus, je dirais, plus épique de la résistance. Voilà, je voulais souligner ces deux points et vous remercier tous. Bonsoir à tous. Moi, comme ancien mineur, je vais juste faire une remarque sur la maison du général de Gaulle à Colombelle et de l'Église. Dans son bureau, elle est remplie de lampes de mineurs. Parce que son époux, les frères de son épouse, est ingénieur des mines aussi, et il a toujours eu un grand respect pour l'école. Le général de Gaulle, ce qui explique, il écoutait la vérité. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ludovic, tu l'avais ce... Tu vas chercher du coup. Pas d'autres questions? Alors, dans ce cas-là, bon, on arrive à la conclusion de cette table ronde. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ou de conclusion oui, vous avez dit beaucoup de choses. Oui. Dans le cahier de l'espoir, Jacques Chaban-Delmas a écrit un article qui s'appelle « Une flamme en mouvement ».
Il dit: Jacques Bingen était comme une flamme en mouvement. Durant ces mois d'action clandestine commune, je me suis à plusieurs reprises étonné de ce que l'ennemi étant manqué de perspicacité. Il suffisait de le voir passer dans la rue, entrer ou sortir d'un de ces cafés où nous étions souvent conduits à donner nos rendez-vous pour être saisis par ce feu qui brûlait en lui et qui, en faisant un être à part, c'est-à-dire exactement le genre d'être insupportable aux nazis et à leurs suppôts. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à un petit cocktail à côté qui nous permettra de poursuivre les échanges de manière conviviale. Avant ceci, je pense que Ludovic Bouvier, qui est archiviste à la bibliothèque de l'École des Mines et qui a fait un énorme travail de préparation d'une petite exposition et d'autres choses, va pouvoir vous dire un mot. Vas-y. C'est simplement pour vous dire que pendant le cocktail, les personnes qui le voudront, nous pourrons les accompagner, moi et Monsieur Yanis Baron, un des élèves de l'école, à une exposition qui est montée dans l'espace Vendôme de l'école, où se trouve le buste inauguré de Jacques Bingen en 1946. Vous présentez ce que nous avons fait qu'évoquer à côté de la figure de Jacques Bingen, l'histoire de l'école des mines en elle-même durant cette période d'occupation. Donc voilà, par petits groupes, autant que vous voudrez, nous pourrons vous accompagner à cette exposition. Voilà. Merci beaucoup et encore un très chaleureux remerciement à tous les trois et à tous les organisateurs de l'événement qui nous aura marqués. Merci.